Donc bonjour à tous, je suis le professeur Myriam Edjelali, je suis neuroradiologue et j'ai rejoint l'équipe de Garches il y a un peu plus de 2 ans maintenant, où j'ai eu la chance de travailler avec Sandrine Deltour dans cette mise en place de cette filière, comme vous l'avez dit, qui effectivement est une filière qui implique différents acteurs. SAMU pompiers pour l'arrivée des patients, imagerie au moment de la phase aiguë pour le diagnostic, neurologie, toujours dans ce couple neurologue-neuroradiologue, sur la partie diagnostic, mais également sur la partie interventionnelle. Moi, je viens de Sainte-Anne, où j'y ai été biberonnée depuis mon externat et où je suis restée plus de 25 ans, avant donc de faire ce transfert sur Garches au moment de cette ouverture du NV. Donc on comprend bien toute cette filière sur la phase aiguë qui implique une bonne cohésion d'équipe et effectivement travailler en bienveillance, c'est quelque chose d'extrêmement important et c'est quelque chose que l'on chérit de façon commune avec justement toutes les équipes et notamment la neurologie vasculaire. Alors pourquoi l'imagerie ? Par opposition, par exemple, à la cardiologie, où l'infarctus du myocarde peut être diagnostiqué directement dans un camion de SAMU ou des pompiers avec l'ECG, eh bien, la partie imagerie, quand un patient va faire un déficit brutal, potentiellement d'origine neurovasculaire, sa clinique seule ne nous permet pas de savoir s'il fait un accident vasculaire cérébral ischémique ou s'il fait un accident vasculaire cérébral hémorragique ou s'il fait ce qu'on appelle un stroke mimix, quelque chose qui ressemble à un stroke mais qui n'en est pas un. Alors, en France, on s'est organisé depuis de nombreuses années pour faire que l'IRM ait un accès prioritaire pour ces patients qui font un déficit brutal. Pourquoi ? Premièrement, pour éliminer les diagnostics différentiels. On n'a absolument pas envie de traiter de façon chimique un AVC un patient qui n'aurait pas un AVC ischémique. Donc être sûr de ce que l'on voit. Deuxièmement, s'il s'agit d'un AVC ischémique, certains patients vont faire un AVC ischémique pendant leur sommeil. Il faut imaginer que les AVC ischémiques ne sont pas douloureux, donc ça ne réveille pas le patient. Et donc, on va utiliser l'IRM pour dater le moment de l'ischémie. Et ça, c'est important parce que dans l'arsenal thérapeutique à disposition des neurologues, eh bien, le moment du début de l'ischémie est quelque chose qui est très orientant. Troisièmement, on va se poser la question de l'occlusion proximale. Et on y reviendra, et je pense que Michael, qui parlera après moi, y reviendra également beaucoup, parce qu'il y a de nouvelles études qui sortent et qui changent, et qui vont changer nos pratiques d'un point de vue imagerie. Et quatrièmement, quand on est face à des patients qui ont constitué un AVC ischémique et que l'on est un peu tardif, au-delà de 4h30, eh bien, on va se poser la question de savoir si on est capable de donner un pronostic de la zone récupérable du patient si on le traite de façon maximale. Et ça, c'est ce qu'on appelle la pénombre, et donc l'imagerie de perfusion qui nous sert à ça. L'impact sur l'organisation des équipes est majeur. C'est un accès IRM 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui implique une machine disponible, des manipulateurs radio qui sont formés à la prise en charge en urgence et une équipe de radiologues qui est capable de faire une interprétation de qualité. Et c'est pour ça que j'en profite pour remercier l'ensemble de mes collègues du service du professeur Robert Carlier sur Garches. Si on part de 100 patients qui vont faire un déficit suspect d'AVC. Sur ces 100, en fait, 60 vont vraiment faire un AVC ischémique. 40 vont faire autre chose, dont les hématomes, mais pas uniquement. Il y a aussi les migraines avec aura, les aspects post-critiques, différentes autres étiologies un peu moins fréquentes. Et sur les 60 qui font vraiment un AVC ischémique, vous voyez qu'il y a une part de patients, environ
la moitié qui vont pouvoir bénéficier d'une fibrinolyse, parce qu'ils vont être dans les critères cliniques et radiologiques pour en bénéficier, et puis ceux qui vont avoir une occlusion artérielle proximale, avec des chiffres qui vont monter, parce que maintenant les indications sont en train d'augmenter, même sur les AVC de gros volumes, et on le reverra à la fin. Donc pour l'instant, on s'attend à peu près 12% des 100 patients qui arrivent, qui doivent aller en thrombectomie. Ce chiffre va vraisemblablement monter avec les nouvelles recommandations, et c'est très important que l'ensemble de la filière s'y prépare. Alors, deux thérapeutiques, fibrinolyse. Moi, j'explique souvent ça à mes externes en disant, effectivement, il y a un caillot, l'idée, c'est de le liser comme un desktop dans une canalisation, ou thrombectomie, aller chercher le caillot, le retirer. Et où, d'ailleurs, hein, ça s'associe, bien évidemment. Alors, si on regarde d'un point de vue cérébral, initialement, quand il y a un thrombus qui vient et qui occlue une artère, le flux en aval de l'occlusion est beaucoup plus ralenti. Le cerveau a besoin d'oxygène. Que se passe-t-il? Très rapidement, le centre qui va être le moins perfusé va passer sur une lésion que l'on définit comme le cœur de l'ischémie, qui est une lésion en fait qui se voit en hypersignal diffusion, et je vais vous en montrer des exemples, et qui, si rien n'est fait, va progresser sur tout le niveau de l'hypoperfusion, avec du coup cette modification du volume qui est liée au temps et qui est liée aussi à chaque individu, et on va le revoir par la suite. C'est pour ça que c'est une course contre le temps. Donc time is brain, ça vient de là. Le temps, c'est des cellules neuronales, et quand on dit ça, on dit que le temps, c'est du gain sur du handicap et sur de la mortalité. Alors pour moi qui suis radiologue diagnosticienne, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'adapte mes protocoles. Moi je ne suis pas là pour faire des belles images, je suis là pour faire des images qui sont pertinentes et qui sont rapides. Et je vais vous montrer ensuite, on parlera des protocoles, mais mon but, c'est que le protocole d'IRM fasse moins de 10 minutes, et même idéalement moins de 8 minutes. Et je ne vais pas faire des 3D, je vais faire des 2D, je vais faire ce qu'il faut pour donner l'information pertinente, tout en conservant cette notion de time is brain qui est majeure, parce que réellement, en fait, on court à côté du patient. Il faut imaginer que cette prise en charge de l'aigu, elle est vraiment spécifique à l'aigu, sur l'AVC ischémique. Et donc, effectivement, si on regarde ici cette notion, pour un patient donné, vous avez ici un patient qui a une occlusion M1 droite, que vous voyez très bien sur l'angio-IRM 3D TOF. Vous avez ici donc la séquence de diffusion, où vous voyez un volume extrêmement large d'AVC ischémique. Plus le temps augmente, plus ce volume se constitue. Ça veut dire que c'est là qu'il faut jouer, et très rapidement, sur ces occlusions proximales. Alors, quel protocole en imagerie? Quand on a un accès IRM, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, eh bien, on va faire un protocole spécifique avec une séquence de diffusion, c'est celle qui nous donne le cœur ischémique, une angio-IRM 3D TOF du polygone de Willis, c'est celle qui va nous dire quel est le niveau de l'occlusion, un flair, on va le revoir, il est important pour dater, on va se servir du couple diffusion-flair comme d'une montre, un T2 étoile, parce que bien évidemment, il faut éliminer un hématome intraparenchymateux ou un saignement intraparenchymateux qui contre-indiquerait des thérapeutiques comme la fibrinolyse. Et en fonction des cas des patients, on doit être capable de faire une imagerie de perfusion post-injection de gadolinium et une angio-IRM des TSA, dont le but est de prévoir le geste de revascularisation par thrombectomie et d'aider les NRistes qui vont faire le geste de thrombectomie à planifier leur geste. Dans le cas où on n'aurait pas accès à l'IRM, et c'est parfois le cas lorsque des patients vont arriver aux urgences et non pas en UNV, on a mis en place un protocole qui implique un scanner non injecté, un scanner de perfusion et un angioscanner des troncs supraortiques. Mais on va partir du principe que dans cette filière, la plupart, et heureusement c'est le cas, arrivent ici avec la prise en charge en IRM.
Alors, qu'est-ce que ça donne? Je vous présente un cas avec ici une séquence de diffusion chez un jeune qui arrive à 1 heure du déficit. Il a une aphasie et un déficit hémicorporel droit. La diffusion est complètement négative. L'idée, c'est de vous montrer que tous les diagnostics ne sont pas simples et loin de là. Le flair va montrer des hypersignaux ici, dans les espaces sous-arachnoïdiens, qui sont des flux lents. Cette séquence, c'est une séquence 2D. Si on avait fait un 3D, on ne l'aurait pas vue. L'angio-IRM ne retrouve pas d'occlusion proximale, mais le T2 étoile va montrer ici le clot, donc le thrombus, distal, sur une branche M2, juste en amont de ces hypersignaux vasculaires qui initialement ont été décrits par une de mes collègues, Laurence Legrand, à qui je fais un petit clin d'œil, à Sainte-Anne. On est dans les moins de 4h30. On a le diagnostic parce que on sait utiliser nos séquences. Vous voyez à quel point ce n'est pas forcément toujours simple. Et donc, on n'a pas forcément besoin, dans ce cas-là, d'une IRM de perfusion pour conclure. On est tôt, il faut donner les chances maximales à ce patient, donc hors contre-indication, fibrinolyse, thrombectomie, rapide, rapide, rapide. Regardons ici. Pourquoi est-ce que la diffusion est importante? Alors, je vous ai montré un cas où la diffusion était négative parce qu'on était très tôt. Et on sait qu'en plus, chez ces gens-là, qui vont faire des AVC importants, eh bien, il faut encore plus les aider, parce que même si la diff est négative, ça veut dire qu'eux, ils ont beaucoup à sauver. Et on va utiliser notre IRM comme une montre. Je vous montre ici, ce sont toutes des séquences de diffusion chez des patients différents. On est ici à 1h10 du début de la symptomatologie. Pardon, vous voyez l'hypersignal diffusion insulaire. Ici, à 90 minutes, vous voyez à quel point déjà l'AVC ischémique est étendu sur la diffusion. Ici, à presque 2 heures sur un territoire, cette fois d'artère cérébrale postérieure, puis à 10 heures, puis à 12 heures. Et vous allez me dire, oui, mais alors c'est étonnant, Myriam, là, dans tout ce que tu nous montres, on voit relativement peu de différence sur cette séquence de diffusion, alors que les temps sont très différents. C'est juste. Regardez le flair. Ces 3 flairs sont négatifs. Et ça, c'est vraiment ce que l'on utilise pour expliquer le couple diffusion-flair. Diffusion positive, flair négatif, égale moins de 4h30. Diffusion positive, flair positif, là, on est au-delà de 4h30. Donc ça, c'est vraiment notre idée d'utiliser l'IRM comme une montre. On en a besoin pour les strokes du réveil. C'est extrêmement important pour ajuster la thérapeutique de nos patients. Bien évidemment, flair négatif, diffusion positive égale moins de 4h30. Regardez si occlusion proximale. Toujours, c'est notre question pour savoir justement quelle thérapeutique proposer aux patients. Alors sur cette occlusion proximale, lorsqu'on est au-delà de 4h30, on a fait notre imagerie qui nous dit il y a bien un infarctus. Si on est au-delà de 4h30, on va se dire y a-t-il une pénombre ischémique? Alors si on reprend la définition de la pénombre ischémique, vous imaginez un thrombus qui arrive au niveau ici de l'artère cérébrale moyenne droite, qui du coup se propage rétrogradement par l'arrêt du flux, qui donne bien évidemment une hypoperfusion en aval puisqu'il n'y a plus de sang circulant de façon assez importante pour pouvoir permettre une vascularisation correcte du cerveau, c'est la définition de l'AVC ischémique. Et donc, petit à petit, ici, le cerveau souffre, il est en hypoperfusion, et initialement, on va avoir un cœur ischémique qui apparaît dans la première heure, c'est notre séquence de diffusion, et je vous l'ai dit tout à l'heure, progressivement, ce cœur va grossir. Si rien n'est fait dans les temps donnés, l'infarctus va grossir et se projeter en regard de toute la zone hypoperfusée sur notre séquence de perfusion. Imaginons que l'on soit ici pour le patient, avec un délai assez bref entre l'AVC ischémique et les symptômes initiaux, et puis la recanalisation. On va avoir un différentiel qui va nous permettre de gagner tout ce volume qui se serait nécrosé si rien n'avait été fait.
Et voilà tout ce qui est sauvé en termes de tissu cérébral et donc, encore une fois, de handicap et de mortalité. Si maintenant on arrive plus tard, trop tard, sur le délai de recanalisation complète du patient, ici, vous avez la zone de l'infarctus qui a grossi, la diffusion qui est majeure, et la recanalisation va apporter un delta pour lequel on peut se poser une question du bénéfice. Et on y reviendra en conclusion. Parce que les choses évoluent et évoluent très vite, en fait, sur cette thématique de l'AVC ischémique en phase aiguë. Alors, la réflexion sur la viabilité du tissu cérébral, elle vient aussi d'une analyse où, quand on regarde ici, vous avez le temps depuis le début de la symptomatologie et l'IRM. Et là, vous avez le volume en diffusion, donc le volume du cœur ischémique des patients. Et vous voyez ici ce patient vert. Il sort de la distribution des autres patients. On est sur un volume d'infarctus très bas, mais on est à un temps élevé, au-delà de 10 heures. Ce patient, il a une diffusion qui est relativement focale, alors qu'il a une occlusion M1. On va regarder un autre point qui s'écarte de la répartition normale. Ce patient-là, on est dans les moins de 4h30, et il a un volume extrêmement élevé. Ce patient rouge, vous voyez ici à quel point, en diffusion, le cœur ischémique est constitué. La différence entre les deux, c'est que ce patient-là a de très bonnes collatérales leptoméningées qui vont lui permettre de faire une préservation de la perfusion cérébrale le temps d'être recanalisé, par opposition à ce patient-là qui, malheureusement, n'a pas de bonnes collatérales. Et on ne peut pas savoir, avant de faire un AVC ischémique, si nos collatérales sont bonnes ou sont pauvres. Et c'est pour ça que, initialement, il y avait une sélection sur le délai qui va passer à une sélection sur des critères de collatéralité. Et je remercie Grégoire Boulouis de m'avoir fourni ces artériographies, puisque, encore une fois, c'est le couple NRD-NRI et le trio avec les neurologues qui nous permettent de prendre en charge dans cette filière la partie aiguë hospitalière des patients. Ici, vous voyez une occlusion proximale de M1 gauche, et tout se défecte avec aucune parenchymographie dans le territoire d'aval sylvien gauche. Ce patient est un progresseur rapide. Occlusion proximale chez un autre patient. Alors voilà, artériographie, occlusion proximale. Et là, vous voyez que la parenchymographie se fait. Elle se fait de façon décalée, mais elle se fait. Et lui, c'est un progresseur lent. Et en fait, ça, c'est ce que l'on voit quand on utilise notre imagerie de perfusion. C'est pour ça qu'il faut évaluer le mismatch sur ces patients avec notre imagerie perfusionnelle quand on est au-delà de 4h30. Ça fait partie des recommandations qui ont été produites en 2018. Et comment est-ce qu'on fait de façon automatisée? Parce qu'en fait, il faut imaginer que derrière, c'est un post-traitement spécifique. Eh bien, là, on a besoin d'outils. Et ça, c'est une vraie question, parce que qui dit outil dit financement, et on pourrait parler des lignes de financement de ces outils, parce que autant pour les IRM, les financements sont extrêmement codifiés, autant pour les post-traitements, c'est compliqué, et pourtant, on a besoin d'avoir ces outils automatisés qui vont nous aider à avoir le volume de la diffusion, le volume du mismatch et le ratio des deux pour prendre la décision. Alors, on fait souvent avec Charles Mellerio, j'en profite, des formations pour savoir comment est-ce qu'on prend en charge les logiciels de post-traitement, parce que ce n'est pas simple derrière, et c'est un travail radiologique sous-jacent d'organisation. Je vous montre un cas ici, c'est un homme de 20 ans qui vient pour une aphasie, une hypoesthésie gauche. Son IRM est faite à 3 heures de cette aphasie, la diffusion est négative, le flair est négatif, le T2 étoile est négatif, il n'y a pas d'occlusion proximale. Alors moi, ce que je dis toujours à mes équipes là-dessus, c'est quand vous ne comprenez pas, vous injectez et vous faites une perfusion. Pourquoi? Parce que quand même, ce patient, il est aphasique. Il sort de l'IRM, il est toujours aphasique. Et là, qu'est-ce que l'on voit? On voit un Tmax qui est allongé, donc une hypoperfusion,
sur des territoires, et ça c'était un cas difficile que l'on a eu ensemble, hein, sur des territoires qui sont des territoires mixtes d'un point de vue vasculaire. Ici c'est un territoire d'ACP, ici c'est un territoire de sylvienne. Alors du coup, comment est-ce qu'on fait? On se dit, tiens, si c'est une hypoperfusion qui ne respecte pas un territoire vasculaire, avec une IRM qui est parfaitement normale, c'est que vraisemblablement, on est devant quelque chose qui mime un AVC, mais qui n'en est pas un. Ce patient sort de l'IRM et commence une céphalée importante et une régression de la symptomatologie. C'était une aura migraineuse. Et encore une fois, on a besoin de l'IRM pour savoir déjà, première question, que fait le patient? Parce qu'on n'a pas envie de traiter les patients qui n'ont pas besoin d'être traités. Pour finir et pour conclure, et puis je laisserai à Mickaël le soin d'en parler également, parce que ça, c'est les dernières recommandations, les dernières grosses études, les New England des 2 dernières années, qui montrent qu'en fait, on pensait initialement que sur les larges volumes, il n'y avait pas grand-chose à récupérer, et surtout qu'on pourrait induire un risque dans le groupe thrombectomie de saignement. Et il faut imaginer que la thrombectomie, et ça, mes collègues NRistes vous le diraient bien mieux que moi, évolue aussi très rapidement d'un point de vue technique et d'un point de vue diminution du risque hémorragique sur les patients. Et donc, même sur les gros volumes, leur conclusion, et cet essai SELECT 2 a été arrêté précocement parce qu'il y avait un effet extrêmement en faveur de la thrombectomie, même dans les AVC de gros volumes. Pourquoi? Parce qu'il y avait très peu de complications hémorragiques et qu'il y avait un avantage certain d'un point de vue pronostic, fonctionnel et handicap à 90 jours en faveur de la thrombectomie. Ce n'est pas le seul essai. Il y en a eu en tout 3 qui ont conclu exactement la même chose, avec des essais interrompus prématurément en raison de l'efficacité de la thérapie endovasculaire. Ça, c'est majeur. Ça va être extrêmement majeur dans la prise en charge de nos patients. Ça implique, toujours de se dire que la première des choses, c'est d'être capable de savoir réellement face à quoi l'on est. Et pour l'instant, on a besoin d'une imagerie avancée, avec un radiologue, avec des manips derrière et avec des logiciels de post-traitement, pour lesquels on va répondre s'il s'agit bien d'un AVC ischémique, si on peut dater l'ischémie, s'il y a une occlusion proximale, s'il reste du tissu à sauver, et si maintenant on est dans des occlusions proximales antérieures de moins de 24 heures, sans comorbidité avec des âges jeunes, on va se poser la question d'aller jusqu'à 24 heures, jusqu'à un traitement maximal, médical et thrombectomie. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Myriam, toujours aussi claire. Est-ce qu'il y a des questions dans la minute qui nous reste? Alors moi, très rapidement, s'il n'y en a pas, alors je crois que tu as finalement un peu ouvert la porte et répondu à cette question, mais en tant que neuroradiologue, comment tu vois finalement, vu l'évolution des choses, qu'est-ce que tu penses que ce sera notre prise en charge neuroradiologique pour les AVC qui viennent? Alors c'est une très bonne question parce que je m'y attendais un peu, parce que ça évolue très vite. Donc vraisemblablement, si je devais me projeter, je dirais que la phase aiguë va être vraiment très drivée sur y a-t-il une occlusion proximale? Bon, est-ce que c'est bien un AVC ischémique? Y a-t-il une occlusion proximale? Et on le voit maintenant, on va aller jusqu'à la thrombectomie, jusqu'à 24 heures. C'est un énorme changement dans les pratiques. Donc cette question-là, on peut y répondre par IRM, bien évidemment, certains par scan, et probablement que le scan va se développer dans l'imagerie des AVC ischémiques en aigu. L'imagerie de perfusion va rester importante pour savoir quel est le pronostic de récupération de notre patient par rapport à la thérapeutique qu'on choisira. Et je dirais qu'une chose va se développer beaucoup, parce que la phase aiguë, ça marche bien. On sait faire, c'est carré. Je pense que ce qui va se développer beaucoup, ça va être le suivi juste après l'AVC ischémique. Donc ça va être les contrôles rapprochés pour les patients, ça va être le suivi dans le temps, dans la phase subaiguë et chronique, pour
savoir comment aider au mieux le patient d'un point de vue thérapeutique. Ça, c'est pour l'ischémie, et donc la récupération fonctionnelle. Un point qui est très important en imagerie, c'est l'étiologie. Là, j'en ai pas parlé parce que je n'avais pas le temps, mais étiologie et AVC, c'est être capable de faire des protocoles d'imagerie cardiovasculaire, tronc supraortique, imagerie de paroi, et de caractériser les plaques instables sur de l'athérome et les signes qui seraient en faveur d'une étiologie cardio-embolique. Voilà.